Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Alors aujourd'hui on va avoir quelque chose d'un petit peu particulier. On va voir déjà comment générer des nombres de manière aléatoire. C'est vrai que c'est un truc qu'on se sert finalement assez souvent. Et j'ai encore pas abordé le sujet jusque là. J'avais un petit peu zappé le truc. Donc on va voir ça, comment on peut générer du hasard dans Go. Et on va voir aussi quelques encodages et quelques tables de hachage les plus utiles. On va voir le hachage en MD5, en SHA-256, qui sont les tables de hachage les plus utilisées. Et puis aussi on va voir aussi pour l'encodage en base 64. Donc ok, on est parti, on va se faire un petit main.go, voilà. Alors ici, on va se faire package main. Et on va faire notre fonction main comme d'habitude. Donc jusqu'ici tout va bien. Alors, on va être obligé d'importer quelques packages. Pour l'instant 2 d'ailleurs. Donc on va faire import. Ici on va importer FMT et on va importer le package. Non, voilà. Massrand. Alors là, pour générer du hasard, ça va pas être super compliqué. On va faire un FMT, un printline et on va faire rand point. Et ici, on voit qu'on a tout un tas de choses. Donc int, lui, hop, il va nous renvoyer un int et on va faire, alors, printline, de rand.int, int n, on l'a, oui, voilà, int n. Voilà, donc en fait, int n, lui, ce qu'il va faire, il va retourner un entier non négatif, donc compris entre 0 et n, n étant la valeur maximale qu'on va lui donner. D'ailleurs, entre 0 inclus, mais a priori, n, vu la notation, n est exclu. Donc si je donne 10 en limite, il ne pourra me générer un entier que entre 0 et 9 inclus. D'ailleurs, on va faire ça. Voilà. Donc là, on va avoir un entier au hasard, un entier compris entre 0 et 10, donc avec une limite, en fait. Eh bien, on va lancer ça pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai un gros entier, et là, j'ai un entier entre 0 et 10. Donc c'est très bien. Maintenant, si je veux rajouter un float, alors fmt point println rand, voilà, j'ai des floats 32, float 64. Alors par contre, on n'a pas de float non, source uint. Ah bah j'ai des uint aussi. Par contre,
mais on peut le voir sur les uint là, et sur les floats aussi. On n'a pas la version n. On a version n pour les int, donc avec une limite, mais on n'a pas ça pour le reste. Donc je vais faire un float 32 aussi, hein. Voilà. Donc là c'est pas plus compliqué que ça. Donc en fait le float 32 il retourne un float 32, bon bah ça on s'en doute, généré entre, donc pareil, entre 0,0 et 1,0, c'est-à-dire que ce sera c'est-à-dire que le maximum sera 9,99 ou je ne sais pas combien il y a de chiffres après la virgule sur un float 32, mais ce sera toute une suite de 9. Très bien. Allons-y. Ah, alors on a bien notre float, mais par contre on s'aperçoit tout de suite d'un truc, c'est qu'on a exactement le même nombre. Bon. Là, entre 0 et 10, enfin entre 0 et 9, si on veut parler de manière inclusive, 2 fois 7, c'est probable. Avoir 2 fois 7 de suite. Par contre, si on regarde bien ce nombre, eh bien c'est exactement le même. Donc là, statistiquement, je doute que ce soit très probable d'avoir 2 fois de suite exactement le même nombre. Alors, relançons. On a exactement le même. Donc en fait, si on utilise rand int ou float ou quoi que ce soit, on va générer un nombre au hasard, mais ce sera toujours le même. Donc comment on va faire pour apporter vraiment du hasard à ça? Parce que là, on n'a pas de hasard. Enfin, on génère une première fois un nombre, il va générer pour nous un nombre, mais à chaque fois, il va générer le même nombre. Donc nous, ça nous intéresse pas. Ce qu'on aimerait, c'est avoir du hasard. Donc pour ça, on va ajouter, comme dans beaucoup de langages, on va ajouter une seed, une graine. C'est-à-dire qu'on va donner un nombre au hasard, de manière à générer, de manière aléatoire, un autre nombre. Donc là, on va bien séparer nos calculs. On pourrait faire tout avec la même ligne, mais on va faire ça autrement. Je vais appeler ça source, ou plutôt seed, hein, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle en général. Seed égale. Alors là, on va utiliser random, toujours le package rand. Voilà. Et on va aller chercher new source. Alors on voit que cette source, il lui faut un int64. Oui, on voit qu'il a un paramètre seed qui est de type int64. Alors la plupart du temps, pour générer nous ce qu'on va avoir besoin, ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois qu'on appelle notre programme, on ait un nombre différent. Donc pour ça, il va nous falloir à chaque fois une source qui va changer. Si ici, je lui mets... Alors, on va faire l'essai. Je vais lui mettre int64. Voilà. Et je vais passer 156. Par exemple. Donc pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, il veut un int64. Donc moi, je fais un casting de 156. Je le caste en int64. Donc là, voilà. Donc une fois que ceci est fait, on va créer un nouvel objet random. Là, on va plus appeler directement int sur le package random, mais on va créer un nouvel objet random à partir de cette source-là, et on va appeler int n, et puis pareil, ces mêmes méthodes dessus. Donc ici, on va appeler ça H, par exemple, pour hasard. Hein. Voilà. Et donc ici, on va faire rand new. Et on voit ici qu'il lui faut une source. Donc c'est pour ça que oui, j'aurais meilleur temps d'appeler ça source. Ce sera plus clair. Donc ici, on a généré
une source de hasard, en fait, en donnant, avec la méthode newSource, oui, c'est vrai que du coup, ça fait plus clair. Et cette méthode newSource, elle prend une seed qui va être un int64. Donc, voilà, je fais new. Ici, comme il lui faut un truc de type source, et ici, on voit que ma source, elle est de type source, eh bien, on va simplement lui passer source. Voilà. J'aurais pu mettre ça directement dedans, mais c'est pour un souci de lisibilité. D'ailleurs, je vais même faire comme ceci. Seed égale int64, et puis on avait dit 156. Ouais, 1156, ça ira très bien. Et ici, je mets seed. Voilà, comme ça on voit bien, c'est plus pratique. Donc, on a notre graine. Alors en fait, notre graine, notre seed, c'est ni plus ni moins qu'un nombre que nous, on aura choisi. Au hasard ou pas, ou voilà. Que l'on convertit, alors ça c'est rien du tout, hein, je fais un casting en int64 parce qu'ici il veut un int64 et 1156 c'est un int. Donc moi je veux le transformer en int64. Donc voilà. Donc ma seed est un int64. Je crée à partir de cette seed une source. Ça va être une source de hasard. En lui passant en paramètre, donc avec new source et en lui passant en paramètre ma seed. Et cette source, je vais l'utiliser pour créer un nouvel objet random. Voilà, avec rand new, et on va lui passer la source dedans. Et maintenant, au lieu d'appeler directement int sur rand, je vais l'appeler sur hash. Le nouvel objet random que je viens de créer. Hash et hash. On voit qu'il n'y a pas d'erreur, hein. J'ai juste remplacé le package rand par le nouvel objet rand que j'ai créé ici. Alors voyons ce que ça donne. On voit que je n'ai pas changé mes paramètres ici. Ah, j'ai pas appuyé sur le même... bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on voit bien que ça a changé. On est d'accord. On n'a plus les mêmes résultats. À vue d'œil, on le voit bien. Et maintenant, quand je relance, oui, j'ai toujours la même seed, donc je vais avoir les mêmes résultats. Et maintenant, si je change ma seed, je mets 523, par exemple. J'enregistre. Je relance. Et voilà, je vois que j'ai à nouveau... Ici, on avait 7, par exemple. Maintenant, j'ai 4. Donc, on a un nouveau résultat par rapport à celui-ci parce qu'on a changé la seed. Alors, ça, c'est bien beau. Mais, moi, si à chaque fois j'ai la même seed, j'aurai le même résultat. Alors, c'est un comportement qui peut être voulu. Pour ceux qui se seraient un petit peu essayés aux expressions dans After Effects, eh bien, on utilise justement, quand on fait du random, on utilise une seed. D'ailleurs, pas que dans les expressions, dans beaucoup d'effets, de plugins After Effects, on va utiliser une seed pour générer du hasard. Ce qui fait que d'un plugin à un autre, si on utilise dans la même dans la même composition After Effects, on pourra générer des nombres au hasard, mais en utilisant la même seed, on sait qu'on obtiendra de manière aléatoire le même nombre. Donc ça peut être très utile quand on duplique des effets pour avoir les mêmes... pour se retrouver avec les mêmes paramètres, mais tout en laissant une part de hasard à ces paramètres. Ça a son utilité dans certains cas. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'à chaque fois, ça change. Donc pour ça, il faut qu'à chaque fois, notre seed, elle change. Et donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ici pour avoir un résultat qui va changer à chaque fois? Eh bien, il y a bien quelque chose qui change à chaque fois, c'est le temps.
Donc, l'heure qu'il est, le temps qui passe, il change à chaque seconde, à chaque milliseconde, à chaque nanoseconde. Et donc on pourrait s'en servir de base, puisque à chaque fois qu'on va lancer ici notre programme, le temps aura changé. Donc ici c'est exactement ce qu'on va faire. Alors on va appeler le package time. Voilà. Alors sur time, on va faire time now. Alors on voit que ça va nous renvoyer un objet de type time. Voilà, time now. Et maintenant on voit bien que c'est un objet de type time. Donc sur cet objet, il y a des méthodes. Et ici, on va appeler la méthode nanoseconde. Et on voit que nanoseconde nous renvoie un int. Ah oui, non. Voilà. On va utiliser... je vous dis des bêtises. Nanoseconde, en fait, il nous renverrait que les nanosecondes. Mais si on prend que les nanosecondes, eh bien, elles vont revenir à 0 régulièrement. Prenons les secondes, par exemple. Si on prend que les secondes, on va avoir 0, 1, 2, 3, 1, jusqu'à 60 secondes. Non, jusqu'à 59, d'ailleurs, je vous dis des bêtises, ça part de 0, ça ira jusqu'à 59, et arrivé à 59, eh bien, on rajoute une minute, et on reprend les secondes à 0. Enfin, arrivé à 59, le coup d'après, tac, les secondes retombent à 0, et on incrémente une minute. Mais nos secondes seront revenues à 0. Si on prend que les secondes, on aura de 0 à 59, et après 59, ça repart à 0, et ainsi de suite. Et les nanosecondes, si on prend nanosecondes, ça va être exactement pareil. Donc ici, on va prendre Unix Nano, qui en fait est ni plus ni moins qu'un timestamp Unix. Donc en fait, ce coup-ci, on aura le temps codé sous forme d'un entier 64 bits. On l'aura pas sous sa forme heure, minute, seconde. On aura un entier, voilà, codé sous la forme d'un seul entier. Et donc maintenant, on a bien, si on regarde ici SID, on voit que SID, c'est un int 64. Donc là, on est bon. Alors maintenant, on va se faire nos petits tests. Voilà. Donc là, on voit que j'ai toujours 4. Hein, on pourrait se dire que ça n'a pas marché. Mais par contre, on voit que ici, on est à 0,67 et là à 0,55. Et là, j'ai 525 pour le premier et 580 ici. Donc ça a bien changé. Là, il se trouve que c'est juste une coïncidence. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est finalement entre 0 et 9. Donc, il y a beaucoup plus de probabilité que on ait deux fois ce même nombre dans deux suites différentes, plutôt que celui-ci. Donc on en relance un, on en relance un, on en relance un, et on voit à chaque fois qu'on a des résultats différents. Donc voilà une méthode pour générer du hasard. Donc ici par exemple avec l'int n, on pourrait très bien déterminer un array, une slice avec des chaînes de caractères, et ici utiliser int n avec la taille de la chaîne de caractères, et ainsi prendre un index au hasard, et donc pouvoir prendre un objet dans cet array ou dans cette slice en déterminant un index au hasard. Donc alors ça, justement pour ça, aller chercher dans un array ou une slice un truc au hasard, ça pourrait être entièrement suffisant.
dans le cadre, je sais pas, vous voulez faire un petit jeu genre Guest Number, un truc comme ça, on peut utiliser ce système-là. Il n'y a pas de souci. Par contre, ce système-là, il n'est pas. Si vous voulez faire un peu de cryptographie ou si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus safe, il faut surtout pas utiliser cette méthode-là. Vraiment, cette méthode, c'est pour faire des petites bricoles. Maintenant, si vous l'utilisez dans le cas de quelque chose de plus pro, comme comme de la cryptographie ou des choses comme ça, il faut pas utiliser cette méthode RAND. Donc alors, il faut pas utiliser ça, oui, mais qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, ce qu'on va faire, voilà, on va enlever tout ça. On va garder que le FMT. Voilà. Donc, comment générer un entier de manière complètement safe. Alors ici, on va utiliser le package crypto. Alors, on voit qu'on a pas mal de choses dans le crypto. D'ailleurs, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Alors, on va faire crypto. Voilà. Voilà, crypto. Voilà, crypto RAND. Donc en fait, ce package random là va utiliser un algorithme complètement différent en interne pour générer finalement un entier. Là, on va générer un entier au hasard. Et en fait, ce package-là génère du hasard de manière beaucoup plus hasardeuse, en fait, que le package rand du package mat. Donc, comment on va faire ça? Alors, on va faire une variable qu'on va appeler random. Et ici, on va avoir une erreur. Donc, comme d'hab, vous avez l'habitude, l'erreur, je la bypass. Normalement, en production, on ne bypass pas l'erreur. Mais là, voilà, comme d'habitude. Pour la démonstration, l'erreur, je m'en fous un petit peu. Donc, on va partir comme ça. Donc là, on a le package rand. Et on voit que, d'ailleurs, il y a beaucoup moins de choses que sur le paquet mass rand. Donc, je vais juste revenir sur une petite chose. Voilà. Alors, je vais appeler mass rand. Et donc ici, voilà, j'ai mes deux packages rand. On voit ici qu'il en appelle qu'un. Et si je fais un point, bon, eh bien, c'est le rand de crypto. Pourtant, ça, c'est rand aussi, on l'a vu tout à l'heure. On utilise rand aussi pour pour appeler ce package-là. Donc mes deux packages s'appellent rand. Donc on voit ici qu'il a pris crypto. Et moi, si je veux utiliser dans le même programme, mass rand. Donc pour moi, là c'est un problème. Donc, dans ces cas-là, je vous rappelle, on l'avait vu, je vous l'avais montré en tout vite dans une vidéo, mais je vous le rappelle encore ici. Voilà, si je préfixe mon nom de package, comme ici, je le préfixe avec rnd, et bien donc ici rand, c'est toujours mon crypto rand, on n'a pas de souci. Par contre, si maintenant j'appelle rnd, eh bien j'ai accès à toutes mes fonctions massrand. C'est-à-dire que j'ai rebaptisé massrand sous rnd. Donc voilà, simplement on préfixe le package juste en mettant voilà un nouveau nom sans sans guillemets, sans rien.
Ici j'ai mis RND et donc maintenant mon package rand sera sous le nom RND. Ce qui fait qu'il n'y aura plus de conflit puisque ce rand là n'existera plus, il sera connu sous le nom de RND. Donc voici comment résoudre des conflits. Ah oui, au passage, donc si je mets un point, eh bien maintenant, ce qui était dans le package rand, ça va être pouvoir être appelé directement. Par exemple, int, voilà. Donc j'ai int n, voilà, int n, on va mettre 12, par exemple. Ah bah oui, ça c'est normal, c'est parce que int n, voilà, admettons. Donc là on voit qu'il n'y a pas d'erreur. D'ailleurs c'est bizarre parce que ça je l'ai pas utilisé et puis il me le dit pas. Donc j'ai importé directement cette fonction qui avant était en fait celle-ci. Hein, c'était exactement ça. Sauf que en mettant un point devant le package rand, eh bien je dis que je vais importer directement. Je vais pouvoir appeler directement les méthodes sans passer par le nom du package. Donc par exemple, si j'avais fait ça sur FMT, donc du coup rand... alors si, je pourrais le faire aussi. Hein. Voilà. Je peux le faire sous plusieurs paquets. Ah oui, alors il me dit que je devrais pas le faire. Voilà. Et là, je peux aussi appeler printline directement. Et faire un printline de random. Voilà. Tiens, d'ailleurs, hop. On va le lancer. Voilà. Et on voit bien que ça marche. Hein. Là, on voit qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cette parenthèse. Alors, je vais faire ça, je vais l'enlever, ça, je vais le décommenter. Voilà. Et donc, on va revenir à notre exemple de base. Donc alors ici, on va faire rand. Alors, on a vu qu'on n'avait pas grand-chose par rapport à l'autre package rand. Par exemple, on n'a pas de float, de int et ainsi de suite. On n'a que des int. Donc il va falloir faire un petit peu avec. Et en plus, on voit que y a tout un tas de bazar. Autant tout à l'heure le int, le int c'était une méthode, on l'appelait point. On avait int n qui permettait de donner une borne, une limite, mais c'est tout. Ça allait pas plus loin. Alors que ici, on voit max, donc on se doute que ça doit être le maximum, comme tout à l'heure avec int n. La limite, la limite. Mais on a aussi ce truc rand qui est en fait un IO reader. Donc l'IO reader, enfin plutôt, on va voir, ça va être une méthode spéciale qu'on va passer. Le type, c'est un IO reader, mais on va passer une méthode spéciale qui, elle, va aller solliciter le système d'exploitation et lui demander de générer un nombre aléatoirement. Et ce nombre servira de seed. Donc en fait, là, on ne donnera plus nous-mêmes un nombre, ou on passera par un timestamp ou quoi que ce soit. Simplement, c'est le système d'exploitation qui générera un nombre aléatoire. Tous les systèmes, tous les API de systèmes d'exploitation savent faire cette chose. Par contre, elles sont faites différemment. Sur Windows et sur Linux, on ne génère pas les nombres aléatoires de la même manière. Et cette méthode qu'on va passer, cet IO reader particulier, lui, quel que soit le système d'exploitation, pour vous, c'est complètement transparent. Donc vous passez cette méthode et à la compilation, eh bien le programme, selon pour quelle plateforme il est compilé, il ira il ira chercher en fait la méthode correspondante au système pour lequel vous l'avez compilé.
Donc il va falloir lui passer ça en paramètres et lui passer max qui en plus est de type bigInt. Enfin pointeur sur bigInt. Et ça nous renvoie d'ailleurs un pointeur sur bigInt et une erreur. Donc ici on aura un bigInt. Enfin un pointeur sur un bigInt. Donc on voit que ça commence à se compliquer un petit peu. Alors on va faire les choses dans l'ordre. Alors on va déjà importer int. Enfin, appeler la méthode int. Tac. Alors ici il me faut un rand IOReader. Donc en fait, où est-ce que je vais trouver cet IOReader? Comment je vais me débrouiller pour en faire un et tout. On serait tenté de se poser la question. Mais en fait, de base, le package CryptoRand fournit justement un reader. Voilà. Et ce reader, on voit qu'il est de type IOReader. Donc par défaut, on a ce reader-là. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous fallait? Eh bien, il nous fallait un maximum. Donc voilà, ça va retourner une random value qui est située entre 0 et le maximum n'étant pas inclus. Mais le maximum, c'est un big int. Alors, où est-ce que c'est que ce big int? Donc, ce big int, eh bien, il est dans le package mass big. Voilà. Donc là, on vient de l'importer. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait tout à l'heure? Eh bien, tout à l'heure, on avait donné... donc, c'était pour la seed. On avait donné un entier, mais la fonction, elle prenait un entier 64 bits, un int 64. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait un casting. Et bien là, on va faire pareil. On va caster, en fait, un int. Donc ici, on va aller jusqu'à 10. Le maximum, ce sera 10. Mais on va le caster en big int. Alors, on serait tenté de faire big int entre parenthèses et puis de mettre entre parenthèses notre entier. Sauf que ici, je vous le rappelle, si on regarde bien, on veut un pointeur sur un entier. Donc il va falloir, sur un big int, donc il va falloir que je caste en big int ma valeur que je vais lui passer, donc ici 10, et ensuite que je fasse un pointeur dessus. Donc ça va être un peu le bordel. Alors dans le package big, on a new int. Et on voit qu'on a new float aussi. Hein. Mais là, il nous faut un int. Donc new int, qu'est-ce qu'il fait? New int, il prend un int 64 et il le transforme en un pointeur sur un big int. Donc c'est ce qu'il nous faut. Par contre, il faudra bien lui passer un int 64. Donc on va faire big new int. Voilà. Et maintenant, à l'intérieur, on va lui filer un int 64 et on va mettre 1156 comme tout à l'heure. Donc logiquement, si je mettais 1156, ça marcherait aussi. Théoriquement, si on lui passe un int tout court, il devrait le prendre. Mais il devrait le prendre parce qu'on est sur un système 64. Mais bon, comme on n'est pas sûr que d'un système à l'autre... parce que finalement, il va prendre 1156 et il va dire, bon ben voilà, comme il me faut un new int ici, un int 64, eh bien, il y a de grandes chances que 1156, qui peut être un int 64, il y a de grandes chances que ça en soit un. Donc voilà, il va automatiquement, le compilateur va faire le casting lui-même. Mais bon, il faut quand même laisser le moins de place possible au hasard au compilateur, donc si on fait ça, on fait le casting, on est sûr que il n'y aura pas de souci. Donc voilà, moi je préfère faire la méthode ultra safe en faisant directement le casting de int64 pour être sûr que la valeur soit bien prise en tant qu'un int 64. Donc voilà, maintenant j'ai mon objet random. Voilà, qui me donne un pointeur sur un int. Donc maintenant, si je fais un petit print line,
Ouais. Voilà. 975, 912, 330, voilà. 1078 et ainsi de suite. Si maintenant je me mets sur 10, voilà. J'ai bien un entier entre 0 et 10 exclus ou 0 et 9 inclus. Voilà. Et ainsi de suite. Donc alors maintenant, qu'en est-il si je veux générer de manière aléatoire un float? Donc ici, on ne peut faire que des int. Alors, si je vais sur random, je vois que j'ai des méthodes de disponibles. J'ai par exemple la méthode int64. Alors, hop, voilà. On va lancer. Donc ici, forcément, ça change rien. Ça change rien, mais ça génère pas d'erreur. Donc c'est qu'ici, ça a apporté un changement. Et ce changement, eh bien, c'est, on le voit, hop, cette fonction, elle nous renvoie un int 64. Donc ça, c'est bien, on n'a déjà pas besoin de le caster, ce truc-là. Alors, pourquoi je vous montre ça? Eh bien, alors, je vais la commenter celle-ci pour qu'elle ne nous embête pas. Bien, parce que pour faire un float, alors on va faire rnd float, par exemple. Ben, rnd float 64. Hein. On aura juste à faire float 64, à faire un casting de random donc le problème c'est que si voilà, on peut pas convertir un truc de type big int en float 64. Donc qu'est-ce qu'il faut pour convertir en float 64? Comme c'est pas le même package, ça c'est les types primitifs et ça c'est un type int, mais type int du package big qui n'est pas le même que le type int primitif. Donc lui il saura pas le convertir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien on va utiliser cette fameuse méthode int64. Hop là. Voilà. Voilà, pour convertir notre int du package big, donc notre big int, on va le convertir en int64 qui lui sera compatible avec le float 64. Et donc maintenant, voilà, je vais enlever, je vais appeler randFloat 64. Donc là, on ne voit pas la différence pour l'instant, parce que on va lui donner à chaque fois un entier qui va être, comment dire, qui va être, donc il va le transformer en float 64. Le problème, c'est que notre entier c'est un entier, quoi. Donc quand on va le passer en float 64, ça va être notre entier, virgule 0. Donc, par exemple, si on reçoit 2 ici, il va devenir 2,0. Et à l'impression, 2,0, ça marque 2. Comme vous, dans la vie, vous faites votre liste de courses, vous mettez pas 2,0 paquets de pâtes. Vous mettez 2. Et pourtant, c'est aussi 2,0 paquets. Donc,
Donc println, lui, ce qu'il fait, voilà, il va supprimer. Si c'est virgule 0, eh bien, il va l'afficher sous forme d'un entier, malgré que cette valeur soit un float. Là, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais lui, d'ailleurs, par exemple, si je faisais, par exemple, hein, plus de virgule 3, voilà. Donc là, j'ai bien 4,3. Il n'y a pas d'erreur, hein, donc c'est bien un float avec un autre float. Donc là, pas de souci. Donc maintenant, si je voulais être sous la forme d'un comme tout à l'heure, faire un float qui serait contenu entre 0,0 et 1,0 de manière exclusive, c'est-à-dire réellement entre 0,0 et 9,9, et bien pour ça, je vais être obligé de bidouiller un petit peu. Donc je vais aller jusqu'à 1000. Non, je vais aller jusqu'à 100. Pourquoi jusqu'à 1000 ? Oui, enfin, je pourrais aller jusqu'à 1000, mais voilà. Donc là, non, on va faire ça. On va aller jusqu'à 100. Donc ici, je vais me retrouver ici concrètement avec un float qui sera compris entre 0,0 et 100,0. On est bien d'accord ? Donc si je veux quelque chose qui soit compris entre 0 et 1, donc entre 0,0 et 1.0, eh bien, il va falloir que je redivise par 100. Dois-je mettre... Non. Dois-je mettre 100,0 ? Je ne suis pas sûr. On va voir ça tout de suite. Ah, bon sang de bonsoir. Voilà. Voilà. Donc là, on voit bien, hein, 0,8, c'est en fait 0,80. Il n'a pas diminué le nombre après la virgule. Simplement ici, comme on avait un 0, ben pareil, il l'a enlevé comme tout à l'heure avec notre float qui était affiché sous forme de int. Voilà. Donc il va falloir, il va falloir se creuser un petit peu la tête pour générer un float. Et donc on se retrouve bien ici, hein, entre 0.0 et 1.0. Voilà, tout simplement. Alors si j'avais fait ceci, je n'aurais plus que, hop là, un chiffre après la virgule. On est bien d'accord. Voilà. Et ainsi de suite, hein. Je peux mettre encore un paquet de zéros là. Le tout, c'est d'avoir le même... pour cette configuration-là, pour être entre 0 et 1, il faut que ici, le range maximum, la limite, soit après le même ici. Faut qu'on utilise le même nombre là et là. Donc là, on est entre 0 et 10, et donc pour avoir entre 0 et 1, eh bien, il faut simplement que je le divise par 10. Voilà. C'est tout simple. Donc quoi qu'il en soit, on ne peut générer que des entiers. Donc après, on est obligé de passer par des castings. Donc voilà pour ce qui est du random. Alors maintenant, on va passer à complètement autre chose. Donc on va voir dans un premier temps l'encodage, ici en base 64, et on va voir aussi après le hachage. Donc pourquoi ça ? Parce que c'est des choses qu'on utilise quand même assez souvent. L'encodage en base 64, on s'en sert par exemple pour stocker une image sous forme de chaîne de caractères, par exemple. Comme les PNG.
c'est souvent les avatars, ces choses-là sur les serveurs, on les encode en base 64, les PNG, enfin bon, on utilise assez souvent cet encodage-là. Donc après, c'est pas dit que vous vous en serviez, mais si vous en avez besoin comme ça, vous saurez où le trouver. Et puis pareil pour le hachage en MD5 et en SHA 256, sachant que le MD5 n'est plus safe du tout, donc on l'utilise de moins en moins, mais on l'utilise quand même encore. Donc c'est bon de savoir comment générer une empreinte numérique en MD5 quoi. Normalement, il ne faut plus l'utiliser. Par contre, il est encore utilisé, notamment pour vérifier l'intégrité quand vous téléchargez une distribution Linux. Il y a souvent l'empreinte MD5 pour vérifier l'intégrité du fichier. Donc on l'utilise encore, même si c'est pas le truc 100% safe, il est encore utilisé, donc c'est toujours bon de savoir comment générer un hachage MD5 en Go. Sachant que de toute façon les hachages entre eux, il y a dans le code, il n'y a pas grand chose qui diffère. On va voir ça après. Donc là, on va partir sur un petit truc. On va juste encoder un bout de texte en base 64. On va pas s'embêter. Donc on fait texte égale hello world en base 64. Voilà. Alors, on va se créer un nouvel objet, une nouvelle variable qu'on va appeler encodage. Encodage, voilà. Alors, on va appeler le package base 64. Voilà, donc on voit qu'on va importer encoding base 64. Ici, alors on a plusieurs trucs, new encoder, voilà machin. Nous, ici, on va utiliser std encoding. Et sur cet encodeur standard, on va aller chercher encode. Encode, alors on voit que... Non, on va pas aller chercher encode, je vous dis des bêtises, mais c'est pas grave. Donc en code, on voit qu'il lui faut une destination et une source. Donc en fait, les deux sont des slices d'octets. De toute façon, ici, on va manipuler que des slices d'octets. Donc ici, il y a une source. Donc la source, ce serait notre texte. Et la destination en slice d'octets, ça pourrait être directement la méthode d'écriture d'un fichier où on peut envoyer ce slice d'octet sur, par exemple, une sortie d'un serveur ou ce que vous voulez, quoi. Donc simplement, voilà, on lui passe une entrée, une sortie. Donc l'entrée, ça va être le texte à encoder. La sortie, ça va être le texte encodé. Donc l'encodage final en base 64 et la sortie sera en slice d'octet. Donc après vous en faites ce que vous voulez. Nous ici on a une méthode, donc on va pas s'en priver puisque ça va être juste pour de l'affichage à l'écran. Donc on va utiliser la méthode encode to string. Donc celle-ci elle a qu'une source et au lieu de sortir un slice d'octet vers une sortie en fait, il va faire une string avec ça. Donc voilà. Donc ici, on va utiliser encode to string. Et donc, qu'est-ce qu'on veut encoder? On veut encoder notre texte. Voilà. Hein, rien de bien compliqué. Oui, je vous dis que c'est un slice d'octet, puis moi, je vous file le texte comme ça. Donc, slice d'octet. Et qu'est-ce qu'on va caster en slice d'octet? On va caster... Oh, décidément, voilà, le texte. Voilà qui est mieux. Donc j'ai mon texte transformé en slice d'octet via un casting et que je vais transformer en string avec cette méthode encode to string du paquet std encoding. Voilà. Donc il y a juste ça à se rappeler, qui est pas intuitif en fait. Faut passer par std encoding. Mais sinon voilà, 64 parce qu'on veut
l'encoder en base 64 et encode toString parce qu'on va le faire, on va l'encoder en string. Rien de super complexe. Et donc si je fais un petit print line, hop, et ici on va mettre encodage, hop là, on voit que voilà, j'ai mon encodage en base 64. Alors ici, on va se faire le chemin inverse, donc pareil, hein, std encoding. Voilà. Et au lieu d'utiliser encode, eh bien, on va utiliser decode. Et donc ici, decode, eh bien, comme tout à l'heure, on a hein, la destination et la source. Et on voit qu'on a un decode string qui prend en source une string et qui ressort un slice d'octet. Donc c'est vraiment l'inverse de tout à l'heure. Ici, on lui passe un slice d'octet, il nous ressort une string. Donc ici, on prend la string en base 64 et donc cette string qui s'appelle donc encodage. Hein, on est d'accord. Voilà, encodage. Ben d'ailleurs, non, on va même là, CTRL C. Je vais même le mettre sous forme de string. Voilà. Donc là, j'ai juste récupéré hein, la string qu'on m'a donnée tout à l'heure en sortie, qui est cette chaîne-là encodée en base 64. Donc là, on voit vraiment que c'est pas une tambouille interne. Hein, parce que si je passais en codage, on pourrait se dire, tiens, bah ouais, mais c'est lui en interne qui reconnaît ou je ne sais quoi. Donc là, non, on a pris une chaîne encodée en base 64 directement. Donc ça n'a plus rien à voir avec ce qui a été fait là. Et donc si je fais un fmt.println, hop, voilà. On n'oublie pas ici que décodage déclaré but not used, d'accord. T'es gentil, tu me le sors, voilà. Donc, ah ben non, décodage en plus. Décodage, il prend une erreur, lui. Bon, admettons. Voilà. Voilà pourquoi ça marche mieux. Donc à l'encodage, ben, il prend pas d'erreur, mais par contre au décodage, il en prend une. Ok. Donc comme d'hab, hein, j'ai bypassé. Donc on voit bien que mon décodage, c'est un slice d'octet, donc on n'oublie pas de faire le casting en string. Voilà. Et donc si je lance, bim, hello world en base 64. Je suis repassé par là, mais bon. Voilà. Voilà. Hello world en base 64. Donc voilà pour ce qui est de la base 64. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Donc simplement pour l'encodage et le décodage, bon là on l'a fait direct en string, mais vous pourriez utiliser l'autre méthode en code qui prend aussi une source. Voilà, ça revient plus ou moins au même. Simplement ici, lui, il va générer un slice d'octet qui va encoder en string, enfin retransformer en string direct. Donc si vous avez pas besoin de manipuler des strings, mais que vous, par exemple pour l'écriture d'un fichier ou comme je vous dis pour la sortie d'un serveur, si vous voulez du slice d'octet, vous allez utiliser la méthode encode, qui elle va générer automatiquement un slice d'octet plutôt qu'une string. Et rien ne vous empêche de générer un slice d'octet et d'en faire une string après. Là, c'est selon vos besoins. Bon, ici, on l'a encodé en string direct parce qu'on voulait l'afficher sous forme de string. Donc, il y a une méthode pour ça. Sinon, l'encodage, il va vous sortir un slice d'octet. Il faudra simplement lui donner la destination. Voilà. Donc, voilà, maintenant... Alors, hop, j'enlève l'encoding. On est parti.
Donc maintenant, quid du MD5? Alors, bah, j'aurais pas dû virer mon texte, tant pis, c'est pas grave, je vais en remettre un. Donc texte, voilà. Et ici, on va mettre Hello World. Ouais, on va mettre en MD5, même si c'est du hachage, c'est pas de l'encodage, mais bon, voilà. On va pas tergiverser. Alors, comment on va faire ce petit ce hachage en MD5? Eh bien, alors on va appeler ça MD. Non, ce sera plus facile. Voilà, MD. Donc on a MD5. Hein, on voit ici, qui est le package crypto MD5. Donc voilà, on va l'importer. Et dans un premier temps, on va faire un nouveau hachage. Voilà. MD5 new. On va créer un nouvel objet finalement MD5 qui va s'appeler MD. Ensuite, donc on a créé cet nouvel objet. Ensuite, on va faire dedans un MDWrite. Alors ici, on va prendre un slice d'octet. Donc on va faire le casting de notre texte. Et il nous ressortira un int. Un int et une erreur. Mais alors cette sortie, elle est optionnelle, donc nous, on va pas l'implémenter. Ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement lui passer les données. Donc, on va pas s'embêter, on va pas le sortir, ça. Comme c'est optionnel, on va pas le gérer. Alors, on avait dit un slice d'octet. Hein, voilà. Et ici, j'ajoute texte. Donc, à l'intérieur de cet objet, j'ai écrit mon texte. J'ai envoyé ça. Et maintenant, comment on fait le fameux checksum? Je vais appeler ça hachage. Hashbyte. Ouais, pourquoi pas. Eh bien, on va faire md.zoom. Sauf que ici, on voit qu'il me prend un slice d'octet. Alors, il y a une autre méthode, on n'est pas obligé de faire le write, on peut directement faire le checksum avec ça. Donc obtenir ce fameux hachage MD5 directement avec la méthode zoom. Mais ici, comme on a déjà écrit le texte une fois dedans, dans cet objet, donc on va appeler la méthode zoom sur l'objet qui contient déjà nos données. Donc en fait ici, on peut lui passer, il accepte les nuls. Donc en fait, on lui passe rien. Donc si on lui passe rien, eh bien il va chercher à faire, donc à appliquer, zoom, c'est vraiment l'algorithme qui permet le hachage du MD5. Puisqu'on appelle ça souvent on voit c'est marqué MD5 checksum. Donc en fait, voilà, donc là, on va appliquer, si on passe nul, on va appliquer cet algorithme sur les données qui sont présentes dans cet objet MD5. Donc ça, voilà, c'est si on crée un objet MD5, dans un premier temps, on le crée, on lui balance des données à l'intérieur, et après, on va appeler la méthode sur les données qui sont déjà à l'intérieur, et pour ça, donc, on lui passe la valeur nulle. Alors, on va déjà faire un fmt println de hashbyte. On va voir ce qu'il en est. Je vais cleaner un coup l'écran. On est parti, voilà. Donc on voit que j'ai un slice d'octet. Alors j'aurais pu le transformer en string, hein, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Donc, pour que notre
notre MD5 soit complet pour avoir l'empreinte numérique classique qu'on utilise voilà, régulièrement. Eh bien, il va falloir le transformer non pas en string ou en entier ou en quoi que ce soit, mais on va transformer ce slice d'octet en valeur hexadécimale. Donc je vais faire une nouvelle variable que je vais appeler hx. Et ici, alors on va appeler le package encoding x pour hexadécimal, x, point. Encode, alors une fois de plus, j'ai comme tout à l'heure dans le package, c'est un package encoding, hein, donc on retrouve plus ou moins les mêmes fonctions. Ce qui d'ailleurs est bien pratique, puisque ici, tout à l'heure, on aurait changé base 64 par x, par x, on gardait les mêmes fonctions. Vous voyez, on a exactement les mêmes. Donc on va utiliser, comme tout à l'heure, encode toString, qui, comme tout à l'heure, prend un slice d'octet et ressort une string. Voilà. Puisque là, on veut juste l'afficher à l'écran, comme tout à l'heure. Mais sinon, il y avait la méthode encode qui, elle, prenait une source et une destination, qui fonctionnait comme tout à l'heure. Sauf que ça va nous sortir une représentation en string de la valeur hexadécimale. C'est tout. Donc encode toString, et encode toString, il faut un slice d'octet. Alors ça tombe bien, puisque hbyte, c'est un slice d'octet, hein, on le voit bien ici. Donc ici, je vais y passer hbyte. Et maintenant, si je refais un fmt println, et ce coup-ci de hx, et bien voilà. Et là, j'ai mon MD5 valide. Donc c'est exactement comme ça qu'on fait quand vous voyez, comme je vous dis, par exemple télécharger une librairie, une distribution Linux, vous avez un code MD5 qui permet de vérifier l'intégrité du fichier. Et bien, ce code est généré comme ceci. Alors, comme je vous ai dit ici, on pouvait recevoir un slice d'octet. Alors, moi, j'ai passé nul parce qu'on a créé un objet, vous voyez, MD5 new, on a créé un nouvel objet MD5, on a appelé MD, et ainsi de suite. Donc, maintenant, qu'en est-il si je veux passer à un slice d'octet? Alors, donc en fait, il y a une deuxième méthode possible. Donc, on arrivera au même résultat avec cette méthode. Donc, je vais faire comme ça, je vais mettre hop, deuxième méthode, voilà, hein, on va essayer d'avoir quelque chose, voilà, de plus parlant. Donc ici je vais appeler ça H2, ouais, on va appeler ça comme ça H2. Alors là, on va pas créer de nouvel objet MD5 où on va écrire dedans. On va appeler directement dans le package MD5. On va appeler la méthode zoom. On voit qu'on l'a. Alors, la méthode zoom, on se dit, bim, hop, on va faire un slice d'octet. Alors pareil de notre texte, hein. On est bien d'accord. On va se faire un slice d'octet de notre texte et eh bien on va l'imprimer. Alors où est-ce qu'il est? C'est H2. Voilà. On est parti. Alors. Si on regarde, alors j'ai pas fait l'encodage en
en string, en exe pour l'instant. Voilà, donc, machin zoom, on voit que j'ai exactement le même résultat, 65, 30, 218, 115, et ainsi de suite. Hein. Donc on voit, ça c'est la première qui est encodée avec cette méthode-là, et ça c'est la deuxième qui est encodée avec cette méthode-là. Hein, on voit bien qu'il n'y a pas de souci. Tout se passe bien. Sauf qu'ici, il m'a fallu 3 lignes, et là, en appelant la méthode zoom, il m'a fallu une seule ligne. Donc on se dit, c'est très bien. Alors, en effet, ça l'est. Donc maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Hop, je vais copier ma méthode là. Hein. Donc, je vais l'appeler hx2, et puis ici, ici, ça va s'appeler h2. Hein, d'accord. Alors, on l'a vu furtivement. J'ai pas relevé parce que voilà, je voulais pas relever avant d'en être là. Alors là, on a une erreur. Alors qu'ici, on n'en avait pas. Et on l'a vu furtivement dans un coin. Quand j'ai mis H2, alors, allons-y, H2, on voit, ce n'est pas un slice d'octet, c'est un array d'octet, avec une taille fixe, ici, de 16 bits. Donc on l'avait vu, l'array et la slice, c'est deux choses différentes. L'array, il a une taille fixe, c'est un tableau d'une taille fixe. On ne peut pas augmenter ou diminuer la taille d'un array, elle est fixe. Donc ici, elle est de 16 bits. De 16 octets, je vous dis des bêtises, oui. Donc elle est de taille fixe, et ici, eh bien, on aimerait... le problème, c'est que l'encodage, lui, il veut une slice d'octets et non pas un array. Donc, il va falloir convertir, en fait, cet objet avant. Donc, cet objet, on va l'appeler slice. Et donc, ça fait longtemps, certes, mais ça nous permettra de revoir comment on va pouvoir faire ça. Alors, comment en fait on crée une slice à partir d'un array? On fait pas un casting comme on a fait avec, par exemple, tout à l'heure, le int 64, on lui a passé un int pour faire un casting. Non, en fait, la slice, c'est une tranche d'un tableau, c'est une partie d'un tableau. Donc on peut créer une slice à partir d'un tableau en prenant une partie. Ben, ici, la partie qu'on va prendre, c'est l'intégralité. Donc ça va être la partie du premier objet, enfin du premier index au dernier. Et donc pour ça, eh bien, on va juste prendre... Donc voilà, on a h ici qui est un array avec une taille fixe. Donc ici de 16, mais voilà. On voit qu'il a une taille. Donc on va lui passer ce fameux h, enfin h2. Et comme pour l'index, voilà. Là ici on va prendre ce qui est à l'index 0 du tableau h2. Hein, on est d'accord. Donc ici on va partir de l'index 0, le premier index. Et si je mets 2 points, je pourrais spécifier une limite. Donc par exemple ici, je vais prendre de l'index 0 à l'index 2. Alors ici, je vais aller jusqu'à, eh bien tout simplement, on va prendre la méthode len, à laquelle on va passer h2, voilà. Donc on va prendre de l'index 0 au dernier index. Le dernier index, en fait, ce sera équivalent à la taille du tableau. Donc je vous rappelle que ceci c'est inclus, donc 0, on part de l'index 0, mais on inclut l'index 0, on va le prendre, et la limite de fin, elle n'est pas inclue.
C'est pour ça que je mets len et pas len moins 1. Parce qu'un tableau de taille 4, par exemple, ira jusqu'à l'index 3 maximum. Puisque le premier index, c'est 0. Hein, on s'en rappelle bien. Donc 4, ça fera 0, 1, 2 et 3. Et le tableau, lui, fera une taille de 4. Il aura 4 éléments, mais qui sont compris entre l'index 0 et l'index 3. 0, 1, 2, 3. Ça fait 4 éléments. Donc ici, c'est pareil. Mettons que notre tableau ait ces fameux 4 éléments. Donc on ira de 0 à 4. Mais comme les index vont de 0 à 3, on pourrait se dire qu'il y aura une erreur. Non, parce que ici on aura 4. On sera de 0 à 4. Mais 4, c'est une limite qui n'est pas inclusive. Donc ça reviendrait à noter comme ceci. 0 à 4, mais 4 serait de manière exclusive. Donc c'est 0 compris dedans, mais 4 exclu. Donc ça irait jusqu'à 3 inclus. Voilà, donc ici, on va mettre la longueur de notre tableau. Et ce coup-ci, j'ai une slice. Et donc ce coup-ci, si je lance mon programme, eh bien, on voit que ça fonctionne. Ça fonctionne et surtout, j'ai exactement le même résultat. Donc mon hachage a bien fonctionné. Donc voilà pour le hachage en MD5. Alors, on va passer sur le hachage en SHA-256. Alors, pour ceci, on va appeler le package crypto SHA-256. Voilà. Alors, ici, bah tiens, pour le coup, hein, pour la forme, je vais changer le truc. Voilà. Donc alors, premièrement, on importe le package SHA-256 à la place du MD5. Donc on voit que j'ai deux erreurs, hein, puisque j'ai importé le MD5. Donc pour la première méthode, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va importer SHA-256. Voilà. Donc cette méthode-là, alors je ne change pas pour la forme, hein, je l'ai laissé MD, puis justement pour bien vous montrer que c'est tout ce qu'on a changé. Pour la première méthode, c'est tout ce qu'il a changé. Le nom du package, forcément, puisqu'on n'importe plus du MD5, mais du SHA-256. Et ici, donc comme le nom du package a changé, on change le nom du package ici. Si j'avais fait ceci, par exemple, eh bien, j'avais juste à changer le nom du package. Toute ma formule était bonne. Je laissais le préfixe tel qu'il était. Voilà. Donc ça, c'est pour la première méthode. La deuxième méthode, il y a juste une petite subtilité. Donc, on va prendre SHA-256. Sauf que ici, on va utiliser une méthode qui s'appelle, voilà, Sum256. Voilà. Et donc, maintenant, alors, voilà, je vais enregistrer mon petit truc. Voilà, je vais cligner l'écran. On est parti, voilà. Et donc on voit bien, comme tout à l'heure, alors ça a changé, hein, c'est beaucoup plus long parce que on utilise une méthode différente. Et on retrouve exactement comme tout à l'heure, méthode 1 et méthode 2, et surtout ces deux méthodes génèrent, comme tout à l'heure, la même chaîne de caractères. Ce qui fait que ces deux méthodes sont strictement équivalentes. En termes de résultats, j'entends. Donc vous pouvez utiliser indépendamment l'une ou l'autre. Et on voit bien qu'elles fonctionnent toutes les deux de la même manière. Donc voilà pour le 256. Alors il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin, hein, simplement
On change le package, donc on change les appels ici, hein, puisque c'est plus MD5. Et par contre, on n'oublie pas ici dans la deuxième méthode, de toute façon la méthode zoom n'existe pas, donc on va appeler la méthode zoom 256. Il existe aussi, tant qu'on y est, est-ce qu'on va le voir là, crypto... Alors, crypto, on voit qu'il y a plein d'autres trucs, hein. Je ferai pas le tour ici, on a du RSA aussi, je vais vous montrer le HMAC juste après. Mais on a du RSA, et on a, voilà, on a le SHA 256, mais on a aussi le SHA 512, qui est disponible. Prénom. Donc voilà, on a plein de méthodes. Je vous dis, on a le RSA, on va voir le HMAC après, et on a donc du 512 aussi pour le SHA. Voilà. Alors là, ben du coup, oui, on va appeler le HMAC. Alors, crypto HMAC. Voilà. Donc, qu'est-ce que le HMAC? Alors, le HMAC, déjà, il n'a qu'une seule méthode. Là, il n'y aura pas deux méthodes différentes, il y en aura une seule. Alors, le HMAC, en fait, est un système de hachage différent, puisque ici, on n'est pas... on est sur du calcul pur et simple. Et tout à l'heure, avec l'encodage, on a encodé, décodé. On n'a pas eu besoin de clés ou de choses comme ça. On pourrait implémenter une clé dedans, hein, dans notre chaîne de caractères, ajouter une clé. Du coup, un petit peu comme on fait avec du JSON Web Token, où à l'intérieur, on a une clé aussi. On génère une clé côté serveur pour vérifier l'intégrité des données reçues. Donc là, c'est pas le cas. Hein, on a vu tout à l'heure avec l'encodage en base 64, c'est encodage-décodage. Donc on a un fichier en base 64, on le décode et on a le fichier en clair, entre guillemets. Donc ici, avec le HMAC, on va faire un hachage. Avec une clé. Donc ce coup-ci, ce hachage, il va être codé, en fait. Si on n'a pas la clé, eh bien le hachage qui sert à la vérification, le hachage ne correspondra pas au fichier. Voilà. En gros, c'est ça, c'est vérifier, là on n'est plus sur de la vérification d'intégrité, enfin si, quelque part, mais on va aussi utiliser une clé pour générer ce truc. Donc par exemple ici, avec cet exemple-là, moi, de mon côté, donc ici la chaîne que j'ai générée, les données qui vont être hachées, vont me générer une signature, ça va me générer ça. Donc moi, je télécharge ces données, et si je les vérifie avec ce même algorithme SHA 256, encodé en exe, donc si je vérifie ça, en passant les données que j'ai téléchargées, je devrais avoir la même chose que ça. Donc ça permet de me dire, bah tiens, les données qui étaient sur le serveur, imaginons que ça c'est sur le serveur, les données qui sont sur le serveur, ben c'est exactement, une fois que je les ai téléchargées, c'est exactement les mêmes. Parce que si moi je les repasse de mon côté client, j'ai le même algorithme, j'aurai, on le voit bien ici, on avait deux méthodes différentes qui ont généré la même chose, parce que les données à la base sont les mêmes. Donc ça sert à ça en fait, hein, le hachage, c'est vraiment pour vérifier en entrée et en sortie, on va dire,
que les données sont exactement les mêmes, qu'elles n'ont pas été corrompues. Si les deux chaînes résultantes ne sont pas les mêmes, eh bien c'est que nos données, quelque part, ont été corrompues. Voilà, donc je repasse dans la même moulinette mes données et je vérifie avec la signature du serveur. Et comme ça, je peux me dire, ben oui, c'est exactement la même chose que j'ai téléchargé. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter une donnée de plus qui va être une clé secrète. Et donc, si moi j'ai pas la même, si j'utilise pas la même clé de mon côté, eh bien, je n'aurai pas cette même chaîne de caractères. Donc ça n'encode rien du tout, hein. C'est simplement une empreinte numérique. C'est un système qui est fait pour checker. Moi, si mes données ici, avec le HMAC qu'on va voir, si mes données ne sont pas encodées, ben ouais, si je mets pas la bonne clé, je télécharge ces données-là. Si j'ai pas la bonne clé, j'aurai pas le même résultat, mais ça m'empêchera pas de lire les données. Hein. Attention, là on crypte pas les données. Simplement, on met un mot de passe. Et c'est donc l'ensemble donné ici plus mot de passe qui seront vérifiés et non plus seulement les données comme là. Les données c'est ça. Les données donnent ça. Donc maintenant cette chaîne là sera le résultat d'un hachage de données plus d'un mot de passe. Donc clairement, ce n'est absolument pas pour sécuriser les fichiers. C'est pour sécuriser entre guillemets la signature, mais pas du tout le fichier. Le fichier, lui, les données seront lisibles en clair. Hein. Donc simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, donc on va mettre en HMAC. Et ici, on va utiliser qui égale. On va mettre. Voilà. Bon, ben, je vais peut-être enlever le H. Hein. Ça craint un peu, ça. Voilà. On aura une clé secrète, voilà, entre guillemets. Alors, si on repart de cette structure-là, on va aussi créer un objet HMAC. Donc, HMAC. Voilà. Sauf que maintenant, on va lui passer deux paramètres. Donc là, jusqu'à présent, voilà, comme tout à l'heure, on change le package parce qu'on va utiliser le package HMAP. Alors, on a gardé le SHA-256, on va voir tout de suite pourquoi. Hein, pourquoi je ne l'ai pas enlevé. Donc voilà, je change de package. Alors, je sais que j'ai une clé, donc j'en crée une nouvelle. Hein. Voilà. Alors après, ça pourrait être n'importe quoi. Par contre, c'est n'importe quoi sous forme de string, puisque là, on va voir que, voilà, new, il prend un hash, ça, on va voir ça tout de suite, et il prend la clé. Hop là, voilà. Il prend la clé sous forme d'un slice d'octet. Donc on sait que je peux pas transformer mes int ou des floats directement en slice d'octet. Donc c'est pour ça que je crée, ma clé sera une chaîne de caractères, même si on veut lui mettre des chiffres, hein, c'est possible, mais sous forme de chaîne de caractères pour pouvoir la transformer en slice d'octet. Alors si après on a besoin de manipuler la clé de manière mathématique, donc si on a besoin d'utiliser des int, à la fin, quand même, la clé, il faudra qu'on la convertisse en string et après, du coup, en slice d'octet. Donc on va s'occuper déjà du deuxième paramètre, la clé. Donc je vais mettre ma virgule et puis ici, ma clé, on avait dit qu'elle était sous forme de slice d'octet. Donc on va faire slice d'octet avec les parenthèses pour faire le casting et on va passer entre parenthèses qui pour caster ceci en slice d'octet.
Donc là, on lui a passé la clé. Et l'autre, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est ce truc hash, point hash? Alors en fait, c'est une méthode de hachage. On va lui passer une méthode de hachage. Alors cette méthode, ça va être n'importe laquelle. Donc ici, comme on a dit tout à l'heure que le MD5, ben, il vaut mieux ne plus l'utiliser. Donc on va rester sur du SHA 256. Donc ici, on va faire SHA 256.new. Alors on note bien que on ne passe pas les parenthèses. Comme on lui passe une fonction en paramètre, on ne va pas appeler la fonction, on va juste lui passer, en fait on lui passe le nom de la fonction à utiliser. Donc ici, la fonction, parce qu'on voit bien, voilà. Lui ce qu'il veut c'est une fonction qui renvoie en fait un truc de type hash. Un objet hash. Donc en fait, la fonction qu'on va lui passer, eh bien, ça va être celle-ci. Mais il ne l'appelle pas directement. Donc on n'a pas besoin des parenthèses. On va juste, voilà, lui donner le nom donc de cette fonction. Cette fonction, c'est la fonction new. Donc ça va être un nouvel objet du SHA 256. Et lui, il va s'occuper en interne d'appeler la fonction. Donc voilà, pas de parenthèse. Juste le nom. On lui dit, bah tiens, tu utiliseras cette fonction-là pour ton hachage. Et pour ce qui est du reste, eh ben, c'est tout. Voilà. Donc au final, comme d'habitude, je me suis un petit peu embellé les crayons, je récapitule, simplement par rapport à ce qu'on avait sur le MD5 et sur le SHA 256, eh bien on a rajouté le package HMAC. Ici, comme le package HMAC qui permet de faire de l'encodage, enfin de faire pas de l'encodage, qu'est-ce que je vous dis, du hachage avec une clé secrète, et bien donc ici on a créé une clé. J'aurais pu la mettre directement là, j'étais pas obligé de faire une variable. Je l'ai fait ici parce que je trouve que c'est plus clair pour le code, mais j'aurais pu très bien le mettre là, c'était pas un problème. Là pour notre exemple ça changeait rien. Donc comme tout à l'heure, on va créer un nouvel objet. On reprend le même code que tout à l'heure, enfin que la première méthode, parce qu'il n'y a pas deux méthodes, il n'y en a qu'une seule. Donc on reprend notre première méthode avec un objet new, qu'on crée avec la méthode new, je veux dire. HMAG, méthode new pour créer un nouvel objet HMAG. Et par contre ici, autant tout à l'heure on n'a pas passé de paramètres, et ici il en faudra deux, donc la méthode de hachage, ici qui va être issu du SHA 256 new, la méthode new, et la clé sous forme d'un slice d'octet. Voilà. Et après c'est exactement pareil. On fait méthode write avec dedans on va mettre nos données, donc ici notre texte. On appelle la méthode zoom pour faire le checksum, et donc bah là je l'imprime voilà pour la forme. Et après, on le transforme en hexadécimal, qu'on va sortir sous forme de string ici, pour pouvoir l'afficher. Résultat des courses, hop, voilà. Et là, j'ai ma méthode de hachage avec ma clé. Voilà, donc là, c'est toujours la même. Maintenant, si je change ma clé, alors clairement, ça va être un petit peu compliqué à voir. Non, on voit bien que c'est pas du tout la même. Oui. Ça change énormément. Donc on voit bien que... Donc mon texte c'est exactement le même, mais par contre j'ai plus la même clé. Et par contre si je remets la bonne clé, voilà. Donc je réobtiens à nouveau. Si je prends cette portion là, c'est la même. Cette portion là, c'est la même, et ainsi de suite. Voilà. Donc avec la bonne clé, j'ai bien le bon fichier de hachage. Donc ça permettra de voir, en gros, ça permettra de voir si le fichier est bon,
Hein. Donc voilà, MD5 ou SHA-256, ça nous permettra de voir si les données à un endroit et les données à un autre sont exactement les mêmes, s'il n'y a pas eu de changement entre-temps dans les données. Et le HMAC, lui, il servira à savoir si la paire données et clés sont bonnes. Donc voilà. Par contre, ici, clairement, donc on sait que je dois avoir ça. Tiens, là je vais mettre le 2 ici. Voilà. Donc là, j'ai plus les mêmes données, donc j'ai plus la même signature numérique. Ce qui est logique. On est d'accord. Sauf que à ce moment-là, moi je sais pas si ça vient de ma clé qui déconne, ou si ça vient de mes données téléchargées qui auraient eu un problème au téléchargement. Donc avec cette méthode, finalement, on ne peut pas vraiment savoir lequel des deux a déconné. Simplement, voilà. Tout à l'heure, j'avais changé la clé, donc ma signature avait changé. Donc, imaginons que cette signature-là soit celle de la paire données-valeur, données-clés, hein, si on veut. Et voilà, ça donne ça quand on a les bonnes quand on a les bonnes données et la bonne clé qui va avec. Sauf que ici, moi je sais pas du tout. Je sais là à ce moment-là que mon ensemble n'est pas bon. Là, mon ensemble n'est pas bon. Mais à aucun moment on me dit que ici c'est la clé qui déconne et là c'est les données. Je n'ai aucun moyen de savoir. Donc voilà, moi je vous ai montré ça parce que je l'ai vu, voilà. Et ça peut être utile, mais voilà. Si vous en avez l'utilité, tant mieux. Honnêtement, je ne sais pas vraiment à quoi sert le HMAC, mais voilà, il est pour ceux qui en auraient besoin, c'est comme ça qu'il se construit. Donc et bien voilà, alors on est loin d'avoir, c'était pas une vidéo sur le package crypto en particulier, et puis ça n'avait pas pour but de faire le tour du package crypto, loin de là, puisque là on est, il y a encore plein d'autres choses, on a vu qu'il y a le RSA, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec ce package là en termes de cryptographie. C'était juste déjà pour un petit peu rattraper un oubli au niveau du random, au niveau du package massrand et puis cryptorand pour générer des entiers de manière aléatoire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise quand même assez souvent. Notamment si on veut faire des jeux par exemple. On est souvent amené à prendre quelque chose au hasard, que ce soit tirer un entier ou par le biais d'un entier sortir quelque chose d'un tableau ou d'une slice, générer un entier qui servira d'index en fait. Donc voilà, c'est quelque chose que jusqu'à présent j'avais pas abordé dans mes exemples. Et qui pourtant est très utile, donc voilà. Et puis donc du coup j'en ai profité aussi, je me suis dit tiens, on va voir un petit peu ça, l'encodage en base 64 qu'on utilise assez souvent, et puis donc le MD5, le SHA-256, pareil qu'on peut utiliser, enfin souvent, tout dépend ce qu'on fait, mais voilà. Donc on va quand même rencontrer assez souvent. Et puis l'encodage en base 64, l'encodage en base 64, on s'en sert pour le JSON Web Token, on s'en sert pour les PNG, on s'en sert, si je ne m'abuse, dans le protocole BitTorrent pour je crois pour les liens magnets, pour les autres aussi, il me semble. Non, c'est pour les liens fixes, pas pour les magnets. Enfin, je sais qu'on utilise ça dans les liens BitTorrent, par exemple. Voilà.
Donc du coup, j'en ai profité pour faire, pour mettre ça aussi dans cette vidéo. Donc, eh ben voilà, qui est déjà pas mal pour cette fois. Donc, eh bien, moi, je vais vous laisser là-dessus. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!